Bonjour à tous. On va s'attaquer aujourd'hui à un classique, un texte de 1953 qui a beaucoup à nous dire sur le leadership, L'art d'être chef de Gaston Courtois. Ensemble, on va décortiquer ces principes qui sont, on va le voir, drôlement intemporels. Et on commence fort avec l'idée qui est vraiment au cœur de tout le livre, une idée presque paradoxale, c'est cette maxime, commander, c'est servir. Voilà, tout est dit, ou presque. Le vrai leadership au fond, c'est un service. Alors, quel est le secret surprenant de ce chef? Eh bien, c'est cette philosophie qui vient bousculer pas mal de nos idées reçues sur ce que c'est que l'autorité. C'est vraiment la clé de voûte de toute la pensée de l'auteur. Ce que Courtois nous dit, c'est que la mission du chef, ce n'est pas du tout de dominer, c'est de servir une cause qui le dépasse lui-même et qui dépasse aussi les gens qu'il dirige. Autrement dit, un leader n'utilise pas les gens, pas du tout. Au contraire, il les aide à se mettre au service d'un but commun, de quelque chose de plus grand. Et ça, c'est un sacré changement de perspective, non? D'accord, donc le chef est un serviteur. Mais avant de voir de quelle qualité il a besoin pour ça, il y a une question encore plus fondamentale. Au fond, pourquoi a-t-on besoin d'un chef, d'une tête? Pour Courtois, la réponse est claire, c'est absolument indispensable. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, sans chef, on a quoi? Un corps sans tête, un troupeau qui erre, c'est l'anarchie qui prend le dessus. Et de l'autre, avec un chef, eh bien on a un principe d'unité, l'action devient coordonnée, on a un but commun, c'est vraiment le jour et la nuit, l'ordre et le but contre le chaos et la désintégration. Voilà comment le texte définit le chef. C'est la tête qui voit, pense et dirige le corps tout entier pour son propre intérêt bien compris. C'est une super image, je trouve. Le chef, c'est le cerveau du groupe. C'est lui qui apporte la vision, la capacité d'anticiper et qui coordonne tout le monde pour avancer ensemble. Et cette citation, elle est vraiment parlante. Écoutez ça. Laissez quelque temps un groupe sans chef, les meilleures volontés se diviseront, les énergies les mieux trempées se détendront, et après les frictions, ce sera l'effritement. C'est limpide. Ça montre bien que même avec les meilleures intentions du monde, sans cette force qui rassemble, qui unifie, eh bien ça part en vrille. C'est presque une loi de la nature pour les groupes humains. Bon, on a compris l'importance du chef. Mais alors, à quoi ressemble-t-il? Quelles sont les qualités qu'il doit absolument posséder pour réussir cette mission et éviter que tout s'effondre? Le texte nous dresse un portrait robot assez précis. Et tout, absolument tout, part de là. Le fondement, c'est un engagement total, profond, au service du bien commun. C'est la base, le socle. Et à partir de ce socle, 3 qualités personnelles essentielles vont pouvoir se développer. La première, c'est la foi. Une foi inébranlable dans la mission. Comme le dit le texte, un chef sceptique est un briseur d'élan pour lui-même et pour les autres. C'est fort, hein? Le scepticisme ici, ce n'est pas vu comme de la prudence, mais carrément comme un poison qui tue l'élan, qui éteint la flamme dans l'œuf. Deuxième qualité, tout aussi cruciale, garder les pieds sur terre, avoir une prise solide sur la réalité. La citation est géniale pour ça. Le pire dérèglement de l'esprit est de voir les choses comme on veut qu'elles soient, au lieu de les voir telles qu'elles sont. En gros, il faut absolument éviter de se raconter des histoires. Il faut voir les choses en face, avec lucidité, même quand ça fait mal. Et enfin, le troisième pilier, qui découle logiquement des deux autres, la maîtrise de soi. La logique est implacable. Le chef qui veut commander doit commencer par être capable de se commander à lui-même. Comment vouloir diriger les autres si on est incapable de se diriger soi-même, de maîtriser ses propres impulsions, ses faiblesses? C'est tout simplement impossible. Alors, on a les qualités, la foi, le réalisme, la maîtrise de soi. Mais comment tout ça se concrétise? Eh bien, ça se voit dans le moment le plus critique pour un leader, l'action, la prise de décision. C'est vraiment là que tout se joue. Et le processus est super clair, en 3 temps. D'abord, étape 1. On pèse les risques. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ensuite, étape 2. On choisit une voie. Et là, l'idée, c'est qu'une bonne décision prise maintenant, c'est bien mieux qu'une décision parfaite qui arrive trop tard. Enfin, étape 3, cruciale, on exécute avec énergie. Une fois la décision prise, on y va à fond, on s'engage pleinement. Pas de demi-mesure. Et c'est ça, le point essentiel. La maxime le dit très bien. Ce qui compte, ce n'est pas l'ordre donné, c'est l'ordre exécuté. Une décision, aussi brillante soit-elle, si elle reste sur le papier, elle ne vaut rien. C'est l'exécution, l'énergie qu'on met dedans qui transforme l'idée en réalité. Sinon, ça reste juste une bonne intention. Bon, on arrive au bout de cette exploration. Alors on peut se poser la question, cette philosophie qui date quand même de 1953, est-ce qu'elle est encore pertinente aujourd'hui? Est-ce qu'elle a quelque chose à nous dire, à nous, dans notre monde actuel? Ce qu'on retient, c'est ce portrait d'un chef qui est avant tout un serviteur du bien commun.
C'est celui qui porte la responsabilité, qui est une source d'unité et qui donne un but. C'est aussi un modèle de discipline sur soi-même et un agent de l'action, une action lucide et décisive. Au final, c'est une vision du leadership très ancrée dans la responsabilité et une sorte de force morale. C'est un idéal assez exigeant, il faut bien le dire. Et on termine avec cette question pour la route. Dans notre époque qui bouge si vite avec tous ces changements, est-ce que cette vision d'un leader solide, constant, dévoué au service des autres, n'aurait pas justement la clé pour nous aider à naviguer vers l'avenir? La question reste ouverte et elle mérite qu'on y réfléchisse.